C'était une maladie qui prenait beaucoup de place pour moi étant petite et donc je voulais pas qu'en tant que femme, elle me définisse et pas en tant que Miss, elle me définisse. Aujourd'hui, ce qui me pousse à prendre la parole, c'est pas juste de faire connaître ma maladie, c'est vraiment d'être espoir pour ces personnes qui ont des maladies invisibles et qui ne savent pas comment réagir, qui ont peur de rêver trop grand. À mes 8 ans, je sentais que je ne contrôlais pas mon corps sur certains mouvements. En fait, c'était au basket, quand on devait faire des accélérations en fin de séance. Je sentais que je ne contrôlais pas ce que je faisais. Donc j'en ai parlé à mon père, j'ai dit mais j'ai des tics, je contrôle pas, je fais pas exprès. Et lui, il pensait que je faisais un petit peu la folle parce que j'étais devant les autres et en fait non. Et à partir de ce moment-là, mes parents ont plus pris le temps d'observer ce que c'était que ces mouvements pour ensuite aller voir un premier médecin. Elle m'a fait rencontrer cette nouvelle neurologue. À mes 14 ans, elle me diagnostique de la dyskinésie paroxystique. En fait, c'est des mouvements que je ne contrôle pas pendant un certain laps de temps. Ça peut être entre 25 et 40 secondes. L'intensité de la crise peut être plus ou moins forte. Ça peut être un bras qui part vers l'intérieur. Ça peut être mes deux bras. Ça peut être tout mon corps. Ça peut même être au niveau du visage. C'est pour ça que souvent, quand je fais une crise, je ferme les yeux. Enfin, je sens mes yeux partir et je ne veux pas qu'on me voit comme ça. Ça peut me faire mal ou alors je peux par exemple avoir des difficultés à me tenir debout. Avant de faire la crise, j'ai une aura. Je sais quelle partie de mon corps sera touchée, quelle intensité sera la crise, combien de temps elle va durer. Une fois que j'ai rencontré cette fameuse neurologue, Eugénie Mitez, elle m'a donné tout de suite un traitement, le Tegretol. On a ensuite adapté à ma situation. Après mes 19 ans passés, je me suis rendu compte que je faisais un petit peu moins de crise, donc j'ai un petit peu diminué les doses et petit à petit, on va vers une diminution totale. J'ai toujours aimé l'univers des Miss, j'ai toujours adoré ce show et j'ai toujours dit à mes parents qu'un jour, je serai à la place de ces jeunes femmes et que je me présenterai moi aussi. Alors notre dossier médical, on nous conseille de donner tous nos aspects sans que ça soit divulgué, ça c'est vraiment dans une sphère très privée, mais c'est plus au cas où il se passe quoi que ce soit, ils savent agir, ils savent nous aider. Mais j'ai tout de suite demandé à ce que ça reste vraiment dans un très petit cadre et je voulais que très peu de personnes soient au courant parce que c'était une maladie qui prenait beaucoup de place pour moi étant petite et donc je voulais pas qu'en tant que femme, elle me définisse et pas en tant que Miss, elle me définisse. On a souvent voulu me mettre des étiquettes dessus au début de mon année. J'avais pas envie d'être élue parce que oh la pauvre petite fille qui a cette maladie, pas du tout. Je voyais en plus pas du tout ma maladie comme une tare ou comme quelque chose qui me définisse. C'était vraiment pour moi plutôt une force qui m'a fait grandir peut-être trop vite. Quand on est dans le monde des Miss, on pense souvent qu'on est mis dans des cases et au contraire, en fait, c'est plutôt nous qui nous imposons quelque part et ensuite tout se forme autour de nous. Que ça soit la Société Miss France ou les comités en région ou les comités en local, tout le monde s'adaptera à la personne. En tant que Miss France, j'ai réussi à adapter. Des fois, j'ai fait des crises et on m'a aidé. J'ai même fait une crise pendant un couronnement. Ma Miss régionale c'était Lola Turpin, Miss Aquitaine. Je me suis retournée vers elle, je lui ai dit, je fais une crise, il faut qu'on aille plus lentement. J'ai posé la couronne et on a pu continuer et personne n'a vu que j'ai fait une crise. J'ai déjà fait aussi sur une Fashion Week. J'ai demandé de l'aide à un inconnu, je lui ai dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez me tenir la main, je préfère pas vous l'expliquer mais je fais une crise, vous inquiétez pas, tout va bien se passer mais tenez-moi juste la main. Mettez-vous devant moi pour pas qu'on prenne de photos à ce moment-là. Ou alors au moment où je tenais la flamme, j'ai fait pas mal de crises, que ça soit dans le bus ou alors à la fin quand j'ai revu Danny Boone. Et à un moment, je fais une crise alors qu'on faisait des photos et je lui ai dit est-ce que tu peux me tenir la main très fort, je vais faire une crise et il m'a tenu jusqu'à ce que ça passe et en fait à chaque fois personne ne le voit. J'ai cette maladie invisible mais pour autant je sais vivre avec et je vis très bien avec. Moi je me suis rendu compte que en fait quand mon cerveau était stimulé d'une façon différente, la crise pouvait s'estomper plus vite. C'est pour ça que je demande qu'on me tienne la main, qu'on me parle ou des choses comme ça parce qu'en fait je vais penser à autre chose et c'est comme ça que la crise va s'arrêter plus rapidement. Aujourd'hui ce qui me pousse à prendre la parole c'est pas juste de faire connaître ma maladie, c'est vraiment d'être espoir pour ces personnes qui ont des maladies invisibles et qui ne savent pas comment réagir, qui ont peur de rêver trop grand. Le harcèlement, je l'ai jamais subi dans ma vie et c'est ce que j'avais peur. Et j'ai toujours eu peur de ça. J'ai toujours eu peur du harcèlement parce que je me sentais différente et anormale. Et c'est aussi quand je parle de différence dans mes discours, je parlais pas d'une coupe de cheveux. Pour moi, c'est rien du tout. Des cheveux, je peux les laisser pousser, je peux les couper, je peux les raser, je peux les colorer. Quand je parle de différence, c'est bien plus profond. C'est une personnalité, c'est une personne, c'est une histoire, c'est un vécu. Les personnes qui me regardent comme ça, elles ne se diront pas, elle a eu quelque chose durant son enfance. Et pourtant, c'est le cas.